Je suis vraiment très honoré que l'on me permette de faire cette conférence. Je voudrais peut-être à titre d'introduction dire que si pour moi le 28 mars 1977 était un grand jour puisque je présentais ma thèse, le lendemain n'était pas moins un très grand jour puisque le 29 mars 1977 avait lieu vraiment la première rencontre belgo-suisse à l'origine de l'ANME à Mons, organisée par Yvan Tourneur, malheureusement disparu très tôt et avec lequel j'ai fait tout mon début de carrière, avec Jean Cardinet, qui est vraiment l'inspirateur de l'ANME et qui est également mon maître, et Linda Halal, qui m'inspire toujours tout autant. Alors, ce que je voudrais vous présenter m'a été inspiré un peu d'un conseil que m'a donné assez souvent Cardinet. Observe, arrête-toi de temps en temps, prends de la hauteur et essaie de mettre en ordre ce que tu as pu observer en essayant de formaliser, de conceptualiser ce que tu as vu en prenant un peu de hauteur. Mais au préalable, et pour rester dans les temps tout en raccrochant au début de l'année, je voudrais peut-être partir d'un certain nombre de constats avec lesquels Dominique Bucheton commençait d'ailleurs une conférence récente à Montpellier et encore plus récente le 14 de ce mois à Louvain-la-Neuve, où elle faisait un certain nombre de constats que je vous livre ici. Suite aux réactions, non seulement des enseignants, mais des acteurs très divers dans le monde de l'éducation, Dominique Bucheton disait que les réactions à l'évaluation pouvaient se traduire en termes de manque de, ou de il y a trop de, ou il n'y a pas assez de, ou c'est faible, etc. Manque de motivation, d'études, d'attention, confiance, vocabulaire, repères, etc. Vous avez entendu ça maintes fois. Trop d'agitation, trop d'hétérogénéité, problème très crucial à l'heure actuelle qui inspire d'ailleurs le thème de la prochaine conférence de consensus qui aura lieu à Paris du 7 au 8 mars, des élèves pas à leur place ou des élèves trop nombreux, etc. Et ce genre de réaction à l'évaluation, qui était déjà naissante et quand même déjà assez nombreuse dans les années 70, elles sont de plus en plus fréquentes encore maintenant. Et elles amènent à se poser des questions et à prendre des décisions de cet ordre-ci. Faut-il trier? Faut-il séparer? Faut-il mélanger? Faut-il externaliser les problèmes en les confiant à des spécialistes? Faut-il les régler dans les classes de façon plus inclusive? Faut-il se résigner? Faut-il donner davantage de soutien? Mais à qui? Aux élèves faibles? Ou bien faut-il les donner aux élèves forts et s'en sortir avec les élèves forts et de les protéger éventuellement contre certaines différenciations qui pourraient être négatives. Et ceci entraîne toute une série de tensions que vous, chercheurs et praticiens de l'ANME, connaissez très bien. Des tensions sur les critères à utiliser. Faut-il favoriser l'efficacité ou l'efficience, comme diront certains économistes ou politiques, ou faut-il être beaucoup plus attentif à l'équité? Il y a des tensions entre ces trois critères prioritaires d'évaluation de la qualité de ce que nous entreprenons. Des tensions aussi entre les niveaux, des tensions entre les politiques qui prescrivent, qui sont censés piloter le système éducatif, entre les acteurs d'interface, c'est-à-dire ceux qui font le relais entre les acteurs de terrain et d'autre part les autorités politiques, et même des tensions entre le monde de l'évaluation, des évaluateurs, le monde de la recherche, ou entre les évaluations internes ou plus locales, ou les évaluations externes de plus en plus nombreuses, de plus en plus pressantes, de plus en plus contraignantes, ou faut-il, comme le dit Lucie Mottier, parler davantage d'évaluation négociée? Voilà, en introduction, quelques constats que je fais et qui sont importants. Un deuxième constat très important,
est très bien consigné dans un livre récent, celui de Hadji, Faut-il avoir peur de l'évaluation? Et effectivement, quand on parle avec beaucoup d'acteurs, il y a une certaine peur, une certaine crainte de l'évaluation qui se dégage de leurs propos. Je cite quelques propos d'Hadji ou qu'il répercute dans ce qu'il a pu entendre. Avec l'évaluation, le pire est toujours à craindre. L'évaluation est une pratique sociale qui engage les rapports sociaux et c'est pourquoi il faudrait davantage de soucis éthiques, dit Hadji. Depuis 2007, l'évaluation est en danger de devenir une calamité sociale. Vive les désobéisseurs. Donc voilà, ce sont des propos quand même qui méritent que l'on réfléchisse. Mon collègue et ami Marcel Lebrun, dans une conférence téléphonique que nous avions récemment ensemble avec le CNESCO, disait l'évaluation préfère les performances aux apprentissages. On n'évalue pas assez ce qu'il appelle les ailleurs. C'est très important d'évaluer les ailleurs. Et bien d'autres propos que vous pourriez multiplier aussi bien que moi. L'évaluation est trop souvent un moyen pour des fins contestables. Ce n'est qu'un moyen, mais souvent elle sert des fins contestables. Ou alors des ouvrages que vous avez sans doute en tête qui expriment la cantophrénie ou par opposition la qualitatifrénie, si je peux le prononcer ainsi. Voilà, c'est toute une série de constats de départ et que j'ai pu faire au début et puis pour certains d'autres en fin de carrière. Qu'est-ce que je veux faire avec cela ? Je voudrais, autant que possible, identifier et intégrer les possibles de l'évaluation, montrer les possibles de l'évaluation, en prenant la précaution suivante, celle de Mireille Sifali dans une préface qu'elle vient d'écrire pour un livre qui va paraître sur neurosciences et apprentissage. Et dans cette préface, elle disait « L'occultation des acquis antérieurs n'est jamais de bon augure ». Et donc, nous allons essayer de ne pas occulter les acquis antérieurs. Ou alors, cette précision aussi, cette précaution que Lucie Mottier disait lors de la séance d'hommage en novembre dernier à Jean Cardinet, qui a eu lieu à Lausanne. Attention, dit-elle, aux approches parallèles. Faisons attention aux approches intégratives. Et donc, mon objet, c'est de tenter, devant vous, très modestement, de jeter un regard méta, non pas pour rejeter les acquis antérieurs, mais pour mieux les situer et pour les intégrer, pour intégrer de façon structurelle, relationnelle, les acquis successifs que j'ai pu dégager. Sans doute que j'en ai oublié et vous me le ferez sans doute remarquer. Alors, je vais partir d'une première conceptualisation que la plupart d'entre vous connaissez bien, que j'ai appelée, et maintenant avec le recul, je m'aperçois que le mot n'est pas justifié, les paradigmes de l'évaluation. Ce sont davantage des approches de l'évaluation, parfois même des modèles d'évaluation, mais ce ne sont pas vraiment des paradigmes. En fait, ils cachent des paradigmes. Et là, je pense que les travaux de Mertens, repris par Linda Lal, en disant que pour elle, il y a 4 paradigmes fondamentaux, à savoir le paradigme post-positiviste, le paradigme constructiviste, que l'ADME connaît particulièrement bien, le paradigme pragmatique et le paradigme transformatif. Eh bien, si on prend ces 4 paradigmes, on peut très bien, effectivement, analyser les différentes approches de l'évaluation que j'ai consignées à l'époque, au début des années 90, en faisant état de l'ensemble des travaux non seulement francophones, mais surtout aussi anglophones. Et donc, je distinguais une approche plutôt intuitive, pragmatique. Et là, je rends hommage à Jacques Weiss, avec son fameux article sur la subjectivité blanchie. Je pense que certains d'entre vous s'en souviennent. Ou alors l'article beaucoup plus récent de François-Marie Gérard, toujours sur intuition pragmatique et libéralisme. Le paradigme docimologique que Marie-Claire Dovizis a souvent mentionné dans ses interventions à l'AME
Et il reste pour moi un ouvrage tout à fait fondamental à ne pas oublier à ce propos-là, c'est celui de Noiset et Caverny sur psychologie de l'évaluation, qui vraiment fait la synthèse de tous les travaux les plus intéressants qui ont été faits sur le sujet. Le paradigme sociologique, vous vous souvenez forcément des travaux de Bourdieu de Passeron, mais aussi des travaux de Philippe Pernoud sur l'excellence, la fabrication de l'excellence scolaire, de l'évaluation centrée sur les objectifs de Tiller, de Bloom, hein, qui génère maintenant l'enseignement explicite. Les paradigmes de l'évaluation formative dans un enseignement différencié, sans doute le premier livre qui a eu le plus d'influence, le premier livre fait par des auteurs de l'ANME qui a eu le plus d'influence par la suite. Puis le fameux modèle CIPP de Stuffelbeam, contexte, input, processus, produit, que beaucoup de chercheurs ont utilisé, le paradigme de la pédagogie de l'intégration, dont le doyen Savy parlait tout à l'heure. Le paradigme centré sur le consommateur, on se souvient toujours de Scriven sur la distinction entre évaluation formative et sommative, mais en fait, Scriven a été vraiment un des premiers chercheurs à avoir insisté sur la nécessité d'une évaluation externe, d'évaluer les effets dans le but, effectivement, de pouvoir, en quelque sorte, je dirais, rassurer les consommateurs, les utilisateurs des résultats de l'évaluation. Le paradigme de l'évaluation répondante de Stack, qui était très cher à Jean Cardinet, et le fait de répondre le mieux possible, de façon située aux besoins des apprenants. Le paradigme économique que Dijon connaît très bien à travers l'IREDU, avec sa recherche d'efficience et tout le problème de la redevabilité ou la accountability. Et enfin, le paradigme de l'évaluation comme processus de régulation que Linda Halal continue effectivement à approfondir et qui inspire de très nombreux travaux de l'ANME. Donc j'avais appelé ça à l'époque des paradigmes. En fait, sont plutôt différentes approches qui faisaient un peu le tour des travaux de l'évaluation. Si on prend distance par rapport à ça, on jette un regard méta. Bon, je pense que de façon évidente, ce que Cardinet appelait assez vite, déjà en début de carrière, l'élargissement progressif du champ de l'évaluation se retrouve à travers ces différentes approches que je viens de mentionner, comme par exemple des pratiques intuitives et situées à la mesure, de l'enseignement à l'apprentissage, de l'apprentissage à la régulation de l'apprentissage, la régulation comme composante de l'apprentissage, des pratiques de terrain et de la mesure à l'aspect politique de l'éducation, de l'investissement de l'évaluation par des disciplines diverses, et on le reverra d'ailleurs à travers la conférence à 3 voix que nous ferons cet après-midi sur les 40 ans de l'ANME, des objectifs spécifiques aux compétences, de la centration sur l'élève à la centration sur l'efficacité, l'efficience et l'équité, reprise notamment par le mouvement économique et gestionnaire. Alors, à partir de là, j'ai essayé dans le temps de faire une deuxième tentative de modélisation à partir de 2 axes et de resituer donc les différents apports antérieurs et de peut-être de les structurer davantage. Un premier axe horizontal, c'est celui qui orienterait davantage des travaux de recherche plutôt soit sur les normes locales, les normes situées, on a parlé beaucoup d'évaluations situées, par opposition à des évaluations qui seraient davantage centrées sur des connaissances ou des normes qui sont plus globales. Ces travaux, en fait, cette distinction est reprise par un certain nombre d'auteurs, dont notamment Gérard Figari, à travers ses travaux et comme conséquence de ses travaux sur la référentialisation. Et puis un autre axe à croiser avec le premier, qui est inspiré à la fois de beaucoup de travaux qui parlent de l'évaluation comme devant produire des jugements. Il peut y avoir différents types de jugements d'ailleurs, par opposition aux travaux comme ceux de Stuffelbeam, par exemple, qui disaient que l'évaluation a pour but de produire des
décisions pour l'action. Alors si j'essaie de resituer les travaux à partir de ces axes, dont les inspirations sont mentionnées ici, donc la référentialisation notamment pour l'axe horizontal, mais aussi la naissance, puis la croissance, la progression exponentielle des standards, dont on parle beaucoup maintenant dans les organisations internationales, à l'Union européenne, à l'OCDE, etc. Et d'autre part, l'autre axe inspiré des travaux sur le jugement et d'autre part sur la prise de décision. Alors, ceci me permet alors de peut-être de traduire en 4 champs les différents travaux sur l'évaluation. On retrouve dans le cadran supérieur droit l'évaluation intuitive pragmatique, celle que les enseignants, que les formateurs utilisent, pratiquent concrètement en situation d'enseignement-apprentissage ou en situation de formation. Évaluation intuitive pragmatique qui a été progressivement influencée par les travaux sur l'évaluation comme mesure, quoi qu'ils disent très souvent. Travaux sur l'évaluation et mesure qui ont abouti à une prise en main, notamment par les experts, par les politiques, des travaux sur l'évaluation. De pouvoir ensuite situer dans le quadrant inférieur gauche l'évaluation de la maîtrise des apprentissages, qui sont issus notamment d'un courant behavioriste tout à fait positiviste, avec la pédagogie de maîtrise de Bloom, et actuellement avec les propositions de l'enseignement explicite de Clermont-Gauthier et de Steve Bissonnette, par exemple. Et puis, un 4e courant fortement inspiré par les travaux de pas mal de chercheurs au sein de l'ADME, par les actuels travaux aussi, notamment en Angleterre, d'un mouvement dont je parlerai tout à l'heure, qui est l'évaluation pour l'apprentissage et non plus simplement l'évaluation de l'apprentissage. Et ça fait une différence très importante, et que certains chercheurs de l'ADME appellent l'évaluation de soutien. L'évaluation de soutien. Donc on peut situer les travaux plus ou moins en fonction de ces 4 axes, en attirant cependant l'attention sur le fait que ces courants entraînent avec eux un certain nombre d'effets. Souvenez-vous des travaux des sociologues, depuis Bourdieu et Passeron jusqu'à ceux de Philippe Pernoud, et les travaux actuels complémentaires aux enquêtes PISA, où l'évaluation intuitive pragmatique, celle qui est pratiquée sur le terrain, est souvent fortement déterminée socialement. Les travaux sur l'évaluation à la mesure, eh bien, elles ont été reprises pour essayer d'évaluer l'efficience des systèmes éducatifs, des pratiques de formation, et cela dans un esprit que l'on pourrait qualifier de néolibéral. L'évaluation de la maîtrise, qui est essentiellement centrée sur l'efficacité pédagogique démontrée des apprentissages, et qui, comme on va le dire tout à l'heure, ont été fortement influencés notamment par les méta-analyses, comme celle de Slavin, comme celle par exemple de Hattie avec Visible Learning, et qui entraîne un mouvement actuel très puissant qui est celui de l'evidence-based evaluation. Donc de l'évaluation, mais aussi des décisions qui sont prises dites sur des résultats scientifiques clairement démontrés. Et puis un courant qui nous est sans doute très cher à beaucoup d'entre nous, l'évaluation pour l'apprentissage ou de soutien. Alors si on complète un peu ces travaux-là, on peut dire que un certain nombre... On pourrait mettre en référence un certain nombre de travaux en référence avec ces 4 approches situées. Bon, il est clair que, par exemple, le courant de l'évaluation mesure a été repris par de nombreux chercheurs, beaucoup de psychosociologues ou d'économistes. Je pense notamment aux travaux de Marois,
qui a étudié les systèmes éducatifs avec le pilotage et les effets du pilotage qui va entraîner la notion de quasi-marché. Je pense aux travaux de Xavier Ponce et de Mons, par exemple, sur la façon d'utiliser les mesures que l'on a faites sur le système éducatif pour structurer ou ne pas structurer le système éducatif. Je pense évidemment aussi aux méta-analyses qui ont beaucoup inspiré l'évaluation de la maîtrise des apprentissages et l'enseignement explicite. Je pense aux travaux qui sont générés par les enquêtes PISA complémentaires aux épreuves d'évaluation proprement dit. Et je pense aussi aux travaux de l'année de plus en plus nombreux, notamment ceux d'Angero qui est à ma gauche, mais d'autres aussi, sur l'évaluation conseil, sur l'évaluation soutien. Donc on pourrait replacer pas mal de travaux actuels de l'évaluation sur ce niveau-là, avec le fait, vous voyez que Cardinet qui m'a appris la symétrie, il dit quand tu formalises quelque chose, veille bien à assurer une symétrie puisque un pôle correspond toujours à un autre pôle en tension. Et on voit que sur ce schéma, on peut situer notamment des notions très prégnantes pour l'instant, à savoir la notion de contrat didactique qui est chère aux didacticiens, qu'on retrouve à la droite, à l'est du graphique. À gauche, on retrouve surtout la notion de quasi-marché, qui est l'objet d'un nombre incalculable de travaux à l'heure actuelle. En bas, à gauche, dans le cadran gauche, c'est vraiment les travaux qui se réfèrent de plus en plus sur des décisions prises, sur des choix qui sont pris, sur des résultats scientifiques bien avérés, en distinguant cependant trois types de recherches qu'on appelait de niveau 1, de niveau 2 et de niveau 3. Les recherches de niveau 1 sont plutôt des recherches plutôt descriptives, observationnelles, cliniques, qui vont identifier les phénomènes. Les recherches de niveau 2, qui sont plutôt des recherches expérimentales, comme celle de Sophie Romero-Pinazzo, dont on a parlé tout à l'heure, qui a reçu le prix ADME, et qui étudie l'impact d'un facteur ou d'un type de pratique en termes, par exemple, de groupe expérimental et de groupe contrôle, avec des analyses notamment des plus-values entre le pré-test et le post-test. Et puis, un niveau 3, des recherches de plus grande envergure qui seront situées en situation naturelle, mais qui étudient de façon très rigoureuse le transfert de ce qui a été acquis dans les recherches de niveau 1 et de niveau 2 sur le terrain, où là, on ne peut pas isoler un facteur, mais les facteurs que l'on veut privilégier rentrent en interaction étroite avec les autres facteurs de la situation. Et donc, le mouvement basé sur l'évidence dit, bon, autant que possible, il faudrait effectuer des choix basés sur des recherches de niveau 3 et pas simplement de niveau 2 ou de niveau 1. Alors, regard méta, je pense qu'on voit de suite qu'on intègre un certain nombre de modèles dont on a parlé, qu'on n'exclut pas les modèles, qu'on est bien dans ce que Cardinet présentait d'un élargissement de plus en plus grand du champ de l'évaluation. On y intègre ici le courant des méta-analyses sur laquelle maintenant de plus en plus on se réfère, en n'oubliant pas cependant de bien connaître les limites de ce que l'on peut inférer à partir des méta-analyses. Et là, je me réfère à un très bon article d'Olivier Rey de l'IFE-ENS de Lyon qui montre bien à la fois ce que l'on peut faire avec les résultats des méta-analyses, mais aussi les limites de ce que l'on peut inférer à partir de là. Et enfin aussi, je pense que ça intègre sans doute la tension qui existe actuellement de plus en plus forte entre le courant socio-constructiviste et d'autre part le courant de l'enseignement explicite.
Une limite importante qui m'était d'ailleurs signalée par Linda Halal dans le chapitre précédent, celui que j'ai écrit dans le livre édité par Lucie Mottier et Gérard Figari, c'est que cette conceptualisation, cette formalisation ne faisait pas apparaître suffisamment deux champs distincts selon elle de l'évaluation, et je pense en grande partie c'est très correct. D'une part, le champ, je cite Linda Halal, le champ de l'évaluation des caractéristiques, c'est-à-dire des connaissances, des compétences, des démarches, des attitudes, des postures, des personnes en vue d'action ou de décision qui les concernent individuellement. Et un autre champ qui est le champ de l'évaluation des dispositifs de formation, expression qui englobera, dit-elle, ici l'évaluation des programmes, des méthodes et outils didactiques, de projets d'intervention, d'innovation, d'établissement des systèmes éducatifs. Et je pense que cette limite signalée par Linda Halal me paraît extrêmement importante. Et donc, j'ai tenté une troisième conceptualisation. Et je pense qu'il y en aura une quatrième. Et plus tard, certains d'entre vous en feront sans doute une cinquième, une sixième, etc. Et donc, voilà cette troisième tentative de conceptualisation. C'est d'ailleurs Anne Jorot qui m'avait demandé, à propos de cette conceptualisation, de remplacer Claire Tourmet. C'est de distinguer d'abord forcément, suite à la critique très justifiée de Linda Halal, c'est de distinguer entre l'évaluation centrée, le premier champ, que j'ai appelé ici le contrat didactique. Donc on est vraiment bien dans l'évaluation de ce qui se fait concrètement au sein de la situation d'enseignement-apprentissage ou de la situation de formation, par opposition ou par tension, si vous voulez, à l'évaluation centrée beaucoup plus sur le contrat institutionnel, sur le pilotage du système éducatif. Et un autre axe qui essaie d'intégrer les deux axes précédents de la conceptualisation précédente, un axe centré davantage sur, et c'est l'axe à gauche horizontal, centré sur les produits, sur le classement, donc sur aussi la mesure, sur les référentiels fermés, c'est-à-dire sur les normes plus globales, l'ensemble des standards, des référentiels, etc. Par opposition à l'évaluation beaucoup plus centrée, et beaucoup d'entre vous ici ont fait beaucoup de travaux dans ce sens-là, sur les processus d'apprentissage, de formation, sur l'accompagnement qui est de l'ordre du processus. Et la personne qui est à ma gauche a beaucoup travaillé sur cette problématique de l'accompagnement. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes dans la salle qui ont travaillé sur l'accompagnement. Et donc sur des référentiels forcément plus ouverts parce qu'ils sont situés. Et donc, comment va-t-on replacer en quelque sorte les possibles de l'évaluation, du moins les possibles les plus prégnants? Et ça permet alors de retrouver 4 paradigmes qui sont en fait beaucoup plus des approches, mais l'idée de paradigme est sans doute déjà un peu moins incorrecte. On retrouve dans le cadran nord-est le paradigme... pardon, je m'excuse. Dans le cadran sud-ouest, le paradigme de l'intuition pragmatique, qui est axé beaucoup sur l'évaluation sommative et donc sur les produits de l'apprentissage, qui utilise beaucoup les notes et donc qui note classe et qui classe d'ailleurs des classes, comme disait un collègue, et sur des référentiels prescrits, des référentiels formés. Et on retrouve là la fameuse distinction faite par le mouvement anglais, repris par Stobart dans un article célèbre de la Revue française de pédagogie sur ce mouvement de l'évaluation, mouvement anglais, qui est le paradigme, qui est l'évaluation, l'assessment of learning, de l'apprentissage, et non pas pour l'apprentissage, avec des démarches forcément sommatives, avec des notes,
qui sont assez subjectives, mais qui comprennent des éléments objectifs, comme disait Lucie Mottier à Lausanne, et sur des évaluateurs qui sont des évaluateurs locaux, qui sont les enseignants et les formateurs qui assurent l'enseignement, l'apprentissage ou la formation. Toujours au sud, mais au sud-est maintenant, on retrouve un peu par opposition à ce mouvement l'évaluation qui est beaucoup plus centrée sur les processus, beaucoup plus sensible à la nécessité de l'accompagnement, à la nécessité d'une vigilance didactique, diraient certains didacticiens, donc autrement dit la vigilance de ce qui se produit didactiquement dans l'apprentissage, et forcément aussi sur des référentiels ouverts aussi, parce que au-delà de ce qu'il y a dans le référentiel prescrit, il y a beaucoup d'autres choses qui se produisent, il y a beaucoup d'ailleurs qui se produisent dans le paradigme de la régulation interactive. Et puis un peu plus au nord, du côté du contrat institutionnel, on retrouve, me semble-t-il, deux approches fort importante, une approche qui est beaucoup plus une approche top-down, comme on dit, de pilotage institutionnel du haut vers le bas, avec des évaluations externes standardisées, souvent très bien faites sur le plan technique, hein, mais qui posent parfois des questions sur le problème des objets qui sont effectivement évalués, qui utilisent forcément des démarches sommatives, alors que les démarches beaucoup plus de soutien développent davantage des démarches interprétatives, et d'une évaluation qui est faite par les autorités en liaison étroite avec des experts qui fabriquent notamment ces épreuves. Et puis au nord-est, toujours dans le contrat institutionnel, on trouve un paradigme qui est peut-être en train de naître, qui existe déjà dans un certain nombre de lieux, qui est le paradigme que j'ai appelé du leadership collectif partagé, qui est un paradigme de pilotage beaucoup plus du bas vers le haut, qui travaille beaucoup plus avec des évaluations internes, participatives, des évaluations qui sont d'ailleurs fortement situées, avec des démarches interprétatives et des démarches qui tiennent compte surtout des éléments de la situation, et où les évaluateurs sont des acteurs locaux avec des accompagnateurs professionnels. Et l'idée d'accompagnateur professionnel est quelque chose qui devient, me semble-t-il, quelque chose de plus en plus important si j'en juge les travaux qui sont actuellement faits sur l'accompagnement. Si je regarde un regard méta là-dessus, bon, ça intègre évidemment de façon très synthétique les modèles antérieurs, avec deux dimensions qui caractérisent le terrain, les pratiques d'évaluation qui sont faites par les acteurs de l'enseignement ou de la formation, et qui intègrent le vécu par les acteurs de terrain de certaines politiques. Bon, il est évident que, malgré qu'ils s'en défendent parfois, les enseignants, les formateurs ne peuvent ignorer qu'il y a effectivement un pilotage institutionnel qui se fait, qu'il y a des épreuves externes qui sont passées, notamment à leurs élèves, etc., et qui font pression. Par contre, cette conceptualisation-là n'intègre pas vraiment la troisième dimension. Elle intègre davantage comment le pilotage fait pression sur le contrat didactique, mais elle ne met pas en évidence les différentes formes de pilotage et de régulation du système éducatif. Or, il existe quand même beaucoup de travaux sur cet aspect-là. J'ai parlé des travaux de Marois, des travaux des chercheurs de RIRCEF, tels que Vincent Duprier, Xavier Dumay, actuellement le dernier cahier qui est assez intéressant de Hendrix, dont je parlerai en fin d'exposé par exemple, les travaux de Xavier Pons, de Mons et de bien d'autres.
Et donc, je pense qu'il était important d'intégrer cette troisième dimension. Et c'est la raison pour laquelle cette quatrième conceptualisation, c'est justement de prendre en compte cette troisième dimension qui est vraiment de plus en plus prégnante dans les travaux à l'heure actuelle, qui est celle du pilotage. Vous retrouvez en deux dimensions dans le parallélogramme les conceptualisations précédentes, dont je vais rappeler les principaux éléments, mais surtout une pyramide se dresse sur cette base-là, fait pression sur la base et tente même de la faire bouger. Et c'est ce que je voudrais montrer. Donc on retrouve, si vous voulez, la notion de contrat didactique dans les deux dimensions du parallélogramme et l'existence du contrat institutionnel dans cette masse qui s'élève sur cette base-là. Avec cette fois-ci 4 approches du contrat didactique que l'on trouve à travers les pôles A, B, C et D, à savoir l'évaluation intuitive pragmatique, l'évaluation interactive de soutien, et on retrouve donc là les normes locales, etc. Et puis à gauche, au point C, une évaluation conseil-accompagnement. En quoi elle se distingue du pôle B, je vais essayer de le montrer, et une évaluation beaucoup plus centrée sur la mesure. Et puis, il y a ce pôle E, qui est l'évaluation à des fins plus politiques et donc de pilotage, et qui porte donc sur l'évaluation des dispositifs, alors que dans le parallélogramme, on parlait davantage d'évaluation des apprentissages et de la formation. On va retrouver un certain nombre d'axes que j'appelle des axes nord, sud, ouest et est. Donc le petit n qui est l'axe nord de la pyramide et le dessus du parallélogramme, il s'agit des évaluations centrées sur les produits, sur le classement, sur les référentiels fermés dont on venait de parler. Donc on essaie d'intégrer ce qui a été dit auparavant. Au sud, on retrouve l'évaluation centrée sur les processus, sur l'accompagnement, sur les référentiels ouverts. À l'est, on retrouve l'évaluation centrée sur des normes beaucoup plus locales, tandis qu'à l'ouest, des évaluations centrées davantage sur des normes plus globales, sur des référentiels externes, sur des standards, sur des descriptifs, etc. Alors, si on regarde maintenant ce que j'ai mis en bleu et qui consiste à regarder la pyramide elle-même qui s'élève là-dessus, il y a une face qu'on pourrait appeler la face nord, qui rejoint les pôles E, D et A. Et cette face nord, il s'agit bien de la régulation que l'on pourrait qualifier davantage de néolibérale, puisqu'elle utilise beaucoup la mesure pour faire pression sur les évaluations intuitives pragmatiques locales. Une face est qu'on pourrait appeler de régulation qui favorise davantage l'autonomie, qui favorise ou qui exige l'autonomie et la responsabilité locale. Donc on est bien à la fois dans une approche évaluation intuitive pragmatique qui est l'objet de pas mal d'enseignement-apprentissage ou de formation, dans des établissements où on retrouve ce que moi j'appelle souvent des minorités actives, et qui sont des minorités actives qui pratiquent davantage une évaluation interactive de soutien, une évaluation beaucoup plus négociée avec les acteurs de terrain. Ça, si vous voulez, c'est la face est de la pyramide. Et puis, à la face ouest de la pyramide, on retrouve une régulation qui est beaucoup plus descendante, qui va utiliser évidemment la mesure abondamment, et qui éventuellement va essayer de mettre en place des structures de conseil et de soutien à travers
des conseillers pédagogiques, des formateurs, de l'accompagnement dans la formation continue. Et puis la face sud, où on a une régulation qui est beaucoup plus, non pas descendante, j'aurais dû dire, qui part du bas vers le haut, qui est centrée davantage sur les évaluations. Non, oui, une régulation ascendante, c'est bien ça, une régulation ascendante qui est centrée sur les initiatives locales, qui part des initiatives locales. Par exemple, je pense à des pays, notamment la France, à une certaine époque, qui a créé des observatoires des innovations et qui a essayé de déterminer une politique en s'inspirant notamment des innovations qui venaient du terrain. Alors, on retrouve un certain nombre d'acquis antérieurs dont je parlais. Si on regarde le contrat didactique, c'est-à-dire sur la base de la pyramide, on trouve au pôle Nord un assessment of learning, une évaluation de l'apprentissage, alors que dans la facette sud, on trouve davantage une évaluation pour l'apprentissage. Dans la facette ouest, où il y a un pilotage relativement descendant, ce sont évidemment les évaluations externes qui sont premières, tandis que dans la façade est, où on est face à la fois à des évaluations qui sont plutôt intuitives, pragmatiques, et d'autre part à des évaluations de soutien, à des innovations, à des régulations interactives, là on retrouve davantage des évaluations internes. Et donc, ça nous permet de voir que dans la facette sud, contrairement à la facette nord, on a beaucoup à faire à une évaluation pour l'apprentissage, à travers la régulation d'une part, à travers le soutien, soit à l'intérieur des apprentissages, qui est un soutien alors de nature plus didactique, ou grâce aussi à des accompagnateurs externes. Examinons maintenant les différentes faces de la pyramide. Si on regarde la face nord de la pyramide, où le pilotage à des fins politiques est confronté à des enseignants qui pratiquent davantage une évaluation intuitive, pragmatique, mais où le politique fait passer des épreuves d'évaluation externe standardisées, on a un pilotage qui aura tendance à être davantage un pilotage qui va insister sur la responsabilité des acteurs locaux, sur la redevabilité, et on pourra dire qu'il y a une sorte de découplage, comme disaient les travaux du GIRCEF dernièrement, avec un excellent article connectif de Savannah, si ma mémoire est bonne, Xavier Dumay et Vincent Duprier. Il parlait de découplage entre, d'une part, le politique et d'autre part, les pratiques. Alors que, en sachant évidemment que l'évaluation centrée sur la mesure et l'intuition pragmatique vont davantage travailler avec des démarches sommatives, si je tourne la pyramide vers la face est, on se trouve devant un pilotage confronté, d'une part, dans les établissements, à des enseignants qui pratiquent plutôt une évaluation sommative, intuitive, pragmatique, et d'autres qui pratiquent davantage une évaluation régulation à l'intérieur et plus concernés par les processus d'apprentissage. Dans ce cas-là, on peut dire qu'on va privilégier sur le terrain les actions, si possible, les plus innovantes. On va créer des observatoires de l'innovation. Actuellement, en France, le système éducatif français, le ministère de l'Enseignement supérieur, vient de mettre ce qu'ils appellent le CRI, une sorte de groupe de travail sur recherche et innovation, qui est piloté par François Tadei, par exemple. On a un peu ce mouvement-là très fort qui insiste beaucoup sur la prise en compte de ce qui se passe concrètement sur le terrain
en termes d'innovation, en termes d'évaluation, régulation. Si on regarde plutôt la façade extérieure, la façade ouest, où le pilotage travaille surtout par des évaluations des produits à travers des évaluations externes, mais se sent aussi concerné par une offre de structure. Et donc, c'est important d'ailleurs sur le schéma de bien regarder attentivement la signification des arêtes de la pyramide. Vous voyez que dans la façade ici ouest, il y a une arête qui est l'arme des évaluations externes standardisées. Il y a une autre arête, qui est l'arête EC, qui est l'arête de l'offre de structure de soutien sur laquelle on commence à avoir davantage de poids et d'assistance. Et on se retrouve devant des tentatives, comme c'est le cas d'une étude par étude de cas du GIRCEF actuellement dans des établissements du système éducatif belge francophone, à une tentative de pilotage qui essaie de faire un recouplage de la politique et de la pratique. C'est un numéro vraiment intéressant à regarder de ce point de vue-là. Alors que la facette nord, c'était plutôt une facette de découplage. Si je regarde maintenant la facette sud, où le pilotage se fait notamment, d'une part, par une offre de conseil, une offre de soutien, qui prend en considération une autre arête, à savoir l'encouragement des initiatives locales. On se trouve davantage dans une politique d'évaluation et dans une politique de pilotage qui est plutôt de leadership instructionnel partagé. Ce terme-là, je l'ai pris des travaux actuels qui sont effectivement qui travaillent effectivement sur le leadership. Il existe toute une typologie du leadership. Et on a parlé beaucoup de leadership collectif, on a parlé beaucoup de leadership partagé. Mais les travaux actuels, qui ont été notamment recensés dans un très bon dossier de l'IFE de Lyon, notamment par Olivier Ray, montrent que ces leaderships, le leadership collectif, le leadership partagé par exemple, sont d'autant plus efficaces qu'ils sont centrés sur l'instructionnel, l'instructif, comme disent les anglo-saxons, c'est-à-dire sur vraiment les composantes de l'apprentissage, sur ce qu'on appelle en France plutôt la vigilance didactique. Et donc le pilotage au sein des établissements, y compris du chef d'établissement, des coordonnateurs, des accompagnateurs, sont centrés surtout sur la progression des apprentissages par les élèves. Et les méta-analyses qui montrent déjà ça montrent que ce type de pilotage a une plus-value significativement supérieure à d'autres types de pilotage. Alors, je jette un regard méta sur cette dernière conceptualisation, puisque je n'ai plus que quelques minutes. Je pense que l'insertion effective de cette troisième dimension, pas simplement comment le terrain reçoit effectivement, souvent de façon très différente de ce que les politiques l'attendent, donc, pas seulement la façon dont les acteurs de terrain reçoivent effectivement le pilotage, les prescrits qui sont faits, mais de regarder effectivement quel est le type de pilotage effectivement qui s'adresse au terrain me semble important pour bien comprendre les travaux actuels sur l'évaluation et surtout d'envisager les travaux futurs. Donc, puisqu'on essaie d'intégrer à la fois les pratiques de terrain, l'appropriation par le terrain de certains éléments de ces politiques, je dis bien certains éléments, parce que le terrain n'intègre toujours au départ que les éléments à la fois qu'il comprend bien et qui l'arrangent davantage, et puis les politiques mises en place par les autorités politiques.
Alors, il intègre les dimensions des politiques éducatives, à savoir, d'une part, le pilotage par les règles bureaucratiques de fonctionnement, hein, qui caractérisent assez bien les systèmes éducatifs qui travaillent de façon assez classique. Il intègre, c'était une première arête de cette pyramide importante, il intègre également une seconde arête qui nous paraît tout à fait essentielle actuellement, c'est l'arête des évaluations externes standardisées. Il tente aussi d'intégrer le pilotage par l'offre de structures de soutien. On parle de plus en plus des interfaces de l'intervention, des interfaces entre le pilotage et les pratiques de terrain. Et il encourage aussi l'encouragement et le soutien des initiatives locales, c'est-à-dire les façons d'accompagner l'élève ou d'accompagner les personnes en formation. Évidemment, cette conceptualisation, comme les précédentes, doivent être remises en question, doivent être mises à l'épreuve. Et je vais profiter un peu de mettre à l'épreuve cette quatrième conceptualisation par une préoccupation actuelle qui est celle de la massification et de l'hétérogénéité des élèves, qui est à la base d'ailleurs de l'objet de la prochaine conférence de consensus à Paris, dont je m'occupe avec le CNESCO. Que nous disent effectivement les recherches sur les politiques de différenciation à l'heure actuelle? Ils nous disent, à travers notamment un excellent rapport qu'on a demandé à Dominique Lafontaine, mais aussi par des travaux du GIRCEF qui sont tout à fait concordants avec ce rapport, c'est que les différentes politiques de différenciation qu'on appelle structurelles, c'est-à-dire par exemple organisation du système par filière, par groupe de niveau, par le redoublement, etc. Ces politiques de différenciation structurelle, eh bien, en général, ont très peu d'influence, ou en tout cas ont des influences mitigées sur les résultats, sur les performances scolaires. Il y a le système, en général, ne fait pas progresser l'ensemble des élèves. Je dis bien l'ensemble des élèves. Que nous disent les recherches sur les effets des politiques de différenciation? Donc ces politiques de différenciation structurelle, quelles qu'elles soient, ont des efficacités mitigées en termes d'efficacité. Elles ont parfois de l'effet dans les 2 ou 3 premières années, et puis ces effets s'estompent très, très, très vite, et ont même des effets négatifs en termes d'équité, c'est-à-dire que les élèves des milieux défavorisés, plutôt que de progresser comme le feraient les autres élèves, ont tendance plutôt à régresser. Que nous disent-ils encore? C'est que les politiques de différenciation, alors pas structurelles, mais plus pédagogiques, c'est-à-dire au sein de la classe, sont très peu étudiées de façon systématique et rigoureuse par les chercheurs en évaluation. Et donc il y a là certainement un travail très important à faire, alors que les politiques structurelles ont été étudiées abondamment par des travaux d'excellente qualité. Or, ce dont on a besoin, c'est surtout des travaux de recherche faits rigoureusement. Et je me réjouis d'ailleurs que le premier prix de ADME a été attribué à Sophie Romero Pinazzo, parce que, effectivement, c'est une recherche qui essaie d'étudier rigoureusement des pratiques de différenciation plutôt pédagogiques. Et donc, notre impression fondamentale, c'est de dire que si les politiques de différenciation pédagogique sont peu étudiées, si elles renforcent effectivement, si beaucoup de ces pédagogiques renforcent même négativement l'efficacité des apprentissages, certaines d'entre elles ont tendance à remarquer que certaines pratiques ont plutôt un effet positif, mais il faut sans doute mettre davantage en évidence le si, quand ces pratiques telles ne sont-elles pas différenciatives négativement? Quand sont-elles différenciatives positivement? Et la question du si est donc très importante dans ce cas-là.
Alors peut-être la question que je voudrais poser, puisque j'ai 0 minute encore, la question que je me pose, c'est existe-t-il des politiques pratiquant une différenciation pédagogique qui est réussie? Alors j'ai l'impression que quand on regarde cette conceptualisation, si on regarde la facette sud de cette conceptualisation, souvenez-vous, il s'agit d'une part à un pôle d'une évaluation régulatrice qui fait remonter des pratiques innovantes et réussies vers le pilotage, mais il s'agit aussi du pilotage qui offre des structures de soutien aux acteurs de terrain. On peut se demander si effectivement ce pilotage de la face, bien montré par la facette sud de la pyramide correspondrait à une régulation ascendante, positive, centrée sur l'encouragement, sur le soutien, sur l'accompagnement, sur une évaluation qui est davantage une évaluation négociée avec les différents acteurs, comme dit Lucie Mottier, qui s'appuie à la fois au sein de la classe, au sein de l'établissement et au niveau du pilotage, sur un leadership actif, collectif, partagé et beaucoup plus centré sur les résultats des apprentissages et sur les processus d'apprentissage et pas simplement sur le fait qu'on répartit les différentes tâches entre des personnes, mais que les différentes personnes sur lesquelles on répartit les tâches soient centrées vraiment sur les apprentissages et sur les effets de l'apprentissage. D'où l'importance, par exemple, de ce que les didacticiens actuels appellent la vigilance didactique au sein de l'apprentissage. Et c'est ce que nous allons essayer de montrer, notamment dans la prochaine conférence de consensus. Et je ne voudrais pas vous quitter en vous montrant aussi l'impact de ce type de pilotage, ou en tout cas de certains types de pilotage, sur la mise à mal en quelque sorte du déterminisme social, la mise à mal des indicateurs d'inefficacité qui sont quand même très inquiétants à l'heure actuelle dans des pays comme par exemple la France ou la Belgique francophone, pour citer ces pays-là. Et il y a une très belle étude qui a été faite par des chercheurs au GIRCEF, notamment de Hendrix, qui a créé un indice très intéressant qu'il appelle de mobilité sociale. Et cet indice montre d'abord qu'au départ, il y a une corrélation très forte entre le positionnement sur une échelle de déciles, donc les 10 déciles des performances aux apprentissages, par exemple l'échelle de déciles des performances à PISA, et d'autre part l'échelle des déciles sur le positionnement social des élèves au sein d'un établissement. Et il montre qu'il y a une corrélation très forte entre le positionnement sur l'échelle de performance et le positionnement sur l'échelle sociale. Et l'indice de mobilité sociale d'Hendrix, que je trouve vraiment intéressant, qui mérite notre attention, c'est de dire en quoi un système éducatif, en quoi un apprentissage dans une classe va changer les positionnements sur ces échelles de déciles, va faire en sorte que, par exemple, un élève positionné à tel échelon de positionnement social et du positionnement en termes de performance va monter sur un décile supérieur. Et donc, on voit, par exemple, sur le schéma que vous avez devant les yeux, que vous voyez que la France, par exemple, se trouve à l'est, à droite du schéma, en termes d'indice d'iniquité PISA, et que sur l'échelle de mobilisation sociale normalisée, elle se trouve relativement bas dans le graphique, alors que des pays tels que, par exemple, le Canada, la Finlande, des pays scandinaves en général, se trouvent nettement
plus bas sur l'échelle d'iniquité et plus haut sur l'échelle de mobilité. Donc, autrement dit, les élèves passent plus facilement d'un décile de positionnement vers un décile plus élevé de positionnement, en sachant que le positionnement performance et positionnement social, au départ, sont corrélés. Et donc, des élèves de milieux défavorisés peuvent monter plus facilement dans l'échelle de positionnement. Et donc, on le revoit d'ailleurs dans un autre graphique où on corrèle avec les performances moyennes des systèmes éducatifs. Alors, que conclure? Ou ne pas conclure? Et d'encourager nos regards méta pendant cette conférence, et les regards méta que vous allez faire par après. J'ai comme l'impression que cette 4e conceptualisation semble provisoirement une grille d'analyse intéressante pour examiner les systèmes éducatifs et notamment les politiques d'évaluation faites à la fois sur le terrain, à la fois faites par les politiques et à la fois reçues par les acteurs de terrain. Et deuxièmement, je pense qu'il y a une question très importante à affronter, c'est le débat entre les approches d'enseignement explicite, et il est vrai que les approches d'enseignement explicite, il ne faut pas trop vite les rejeter, elles s'appuient sur des méta-analyses, sur des résultats de recherche qui sont relativement rigoureuses. Et c'est sans doute la force de l'argumentation des gens qui se défendent de l'approche de l'enseignement explicite, alors que nous savons très bien que les travaux de l'ANME ont été le plus souvent faits dans le cadre d'une approche qui est beaucoup plus constructiviste et socio-constructiviste. Et nous manquons de travaux de recherche suffisamment rigoureux de niveau 3, comme je le disais tout à l'heure, sur les effets des approches constructivistes. Et il me semble que l'avenir est du côté, justement, de recherches, si possible, les plus rigoureuses sur les apprentissages où il y a une régulation interactive avec une vigilance didactique centrée effectivement sur les processus didactiques d'apprentissage. Daniel Bain le disait déjà au début de l'année, les chercheurs en évaluation oublient trop la dimension didactique. Je pense que ça reste relativement vrai. Pour voir quels sont, dans les pratiques, ceux qui relèvent du processus des pratiques de vigilance didactique qui vont amener nos élèves à faire des progrès dans les apprentissages en termes d'efficacité, mais pas au détriment des indicateurs de l'équité. Un des objectifs de la conférence de consensus que nous allons faire à Paris, c'est justement de faire en sorte que tous les élèves maîtrisent les connaissances et les compétences dites socles. Et voilà ce qui me renvoie à quelqu'un d'entre vous qui, en 2026, jettera un autre regard méta, en espérant qu'il intègre, resitue autrement et complète les tentatives de regard méta que j'ai présentées devant vous. Je vous remercie.